Tu joues toujours à la marchande sur Internet? Papa a ri à Noël. Maman a soupiré, trouve-toi un vrai travail. Ma sœur a ouvert le magazine Challenge, oh mon Dieu, l'entrepreneuse de l'année, comment elle a bâti un empire de 3,9 milliards d'euros. On a cessé d'ouvrir les cadeaux. Tu joues toujours à la marchande sur Internet? Papa a ri lors du dîner de Noël, levant son verre de vin comme s'il portait un toast. Maman a soupiré de l'autre côté de la table. Sérieusement, Margot, quand vas-tu trouver un vrai travail? Ma sœur, Béatrice, feuilletait le magazine Challenge, n'écoutant que d'une oreille. Puis elle s'est figée. Son visage est devenu complètement livide. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté. Oh mon Dieu. Le magazine lui est tombé des mains. L'entrepreneuse de l'année, comment elle a bâti un empire de 3,9 milliards d'euros. On a cessé d'ouvrir les cadeaux. J'avais 8 ans quand j'ai appris que Béatrice ne pouvait rien faire de mal. Elle avait obtenu une excellente note à son contrôle de mathématiques, mais maman l'avait quand même encadrée. Tu as fait tellement d'efforts, ma chérie. Pendant ce temps, j'avais rapporté des notes parfaites partout et un mot de mon professeur indiquant que mon projet scientifique avait remporté le concours régional. Papa a jeté un coup d'œil à mon bulletin scolaire pendant exactement 3 secondes. Bien. Maintenant, va dresser la table. Béatrice avait 3 ans de plus que moi, elle était sûre d'elle, belle d'une manière naturelle qui faisait que tout ce qu'elle faisait semblait important. J'étais la plus discrète, celle qui passait des heures dans sa chambre à lire des magazines d'affaires que j'avais achetés avec mon argent de poche. À 10 ans, j'étudiais des modèles logistiques. À 12 ans, j'apprenais par moi-même les bases de la programmation informatique. Margot est encore dans sa chambre, disait maman comme s'il s'agissait d'un défaut de caractère. Béatrice est à l'entraînement de volley-ball avec de vrais amis. Quand j'avais 15 ans, j'ai lancé ma première entreprise en ligne. Rien d'extravagant. J'achetais des bijoux en gros, je les photographiais joliment et je les vendais sur les premières plateformes de vente. J'ai gagné 2900 € en 6 mois. J'étais tellement fier. J'ai montré le relevé bancaire à mes parents. Papa a à peine levé les yeux de son journal. L'argent d'Internet n'est pas du vrai argent, Margot. Quand tu auras un vrai travail dans une vraie entreprise, alors nous parlerons de réussite. Béatrice avait 17 ans à l'époque et sortait déjà avec le fils du partenaire commercial de papa. C'est mignon, a-t-elle dit, pas méchamment, mais avec ce genre particulier de mépris qui fait parfois plus de mal que la cruauté. C'est comme un stand de limonade, mais en ligne. J'ai arrêté de leur montrer quoi que ce soit après cela. Quand j'avais 19 ans et que j'étais à l'université, j'ai créé ma deuxième entreprise, une opération de livraison directe axée sur les articles ménagers durables. Je travaillais de 6 heures du matin à minuit la plupart du temps, jonglant avec les cours, le service client et les négociations avec les fournisseurs. J'ai gagné 43 000 € la première année. À la deuxième année, j'avais atteint 165 000 € de chiffre d'affaires. Pendant ce temps, Béatrice a obtenu son diplôme en communication et a été immédiatement embauchée dans la société d'investissement de papa. Non pas parce qu'elle avait postulé, mais parce que papa avait créé un poste pour elle. Directrice des relations clients, a annoncé maman lors du dîner dominical, rayonnante. 60 000 € par an pour commencer. Pouvez-vous le croire? J'étais assise juste là. Mon entreprise venait de dépasser les 185 000 € de chiffre d'affaires annuel. J'avais 21 ans. Personne ne m'a rien demandé. À 23 ans, j'ai vendu cette deuxième entreprise pour 1 100 000 €. Je ne leur ai pas dit. À la place, j'ai pris cet argent et j'ai construit quelque chose de plus grand. J'avais identifié une lacune massive sur le marché, les petites entreprises avaient besoin d'un meilleur logiciel de gestion des stocks qui ne coûtait pas 46 000 € par an et ne nécessitait pas un diplôme d'ingénieur pour être utilisé. Je l'ai construit. Une interface simple, un système d'arrière-plan puissant, un modèle d'abonnement à 73 € par mois qui pouvait s'étendre à 275 € pour les opérations plus importantes. Je l'ai appelé Flux Gestion. La première année, nous avions 340 clients. La deuxième année, 800 clients. La troisième année, 18 000 clients. À la cinquième année, nous avions 94 000 abonnés actifs dans 47 pays. J'avais recruté une équipe de développement, un directeur des ventes, des responsables du succès client. Nous n'avions levé aucun capital extérieur. Je possédais 100% de l'entreprise.
L'entreprise était évaluée à 310 millions d'euros. Personnellement, je touchais 14 millions d'euros par an en dividendes après réinvestissement et salaire. J'avais 29 ans. Mes parents pensaient toujours que je jouais à la marchande sur Internet. J'avais appris à rester vague dans mes réponses. « Comment va le travail ?» demandait-il lors des dîners de famille obligatoires. « Bien. »« Occupé. »« Tu fais toujours ce truc en ligne ?»« Oui. » Il hochait la tête, déjà ennuyé, et se tournait vers Béatrice. « Parle-nous du dossier Hébert. » Béatrice était récemment devenue associée junior dans le cabinet de papa. Elle avait acheté une voiture de marque allemande. Elle s'était fiancée à Thibault, qui travaillait dans la vente de dispositifs médicaux et portait des costumes coûteux. Leur mariage était prévu pour juin au club de golf, avec un budget de 78 000 € entièrement financé par nos parents. Quand je m'étais marié discrètement avec Jacques 2 ans plus tôt, une cérémonie simple dans un vignoble que nous avions loué pour le week-end, je ne leur en avais même pas parlé avant 3 semaines plus tard. « Tu t'es marié ?» La voix de maman au téléphone était monocorde. « Avec ce programmeur que tu voyais ? » Architecte logiciel, avais-je corrigé calmement. « Oui. »« Eh bien, je suppose que des félicitations s'imposent. » Elle semblait m'avoir parlé comme si je lui avais annoncé que j'avais acheté de nouveaux torchons pour la cuisine. Jacques était parfait pour moi. Calme, brillant, il comprenait l'entreprise parce qu'il avait fondé sa propre société de conseil en cybersécurité Prospère. Le chiffre d'affaires de son entreprise était d'environ 7 400 000 € par an. Ensemble, nous nous portions exceptionnellement bien. Mes parents l'avaient rencontré 2 fois. À chaque fois, papa lui avait demandé s'il avait déjà envisagé un vrai poste en entreprise. L'invitation pour le dîner de Noël était arrivée par messagerie de groupe. Maman, dîner de famille, le 24 décembre, 18 h. Béatrice et Thibault ont une grande annonce. Béatrice, j'ai tellement hâte que tout le monde célèbre cela avec nous. Papa, un moment de fierté pour la famille. J'ai répondu par écrit, je serai là. Personne n'a répondu. Quand Jacques et moi sommes arrivés à la maison de mon enfance, la voiture de Béatrice était déjà dans l'allée à côté de la berline de Thibault. Ma Tesla, que j'avais achetée sans fanfare 2 ans plus tôt, semblait presque trop sobre à côté de leur véhicule. À l'intérieur, la maison sentait la côte de bœuf signature de maman. La table de la salle à manger était dressée avec la belle vaisselle en porcelaine. Béatrice et Thibault étaient déjà assis, tenant tous deux des flûtes de champagne. Margot. Béatrice s'est levée pour m'embrasser, et c'était chaleureux, sincère. Nous n'étions pas des ennemis. Elle n'avait jamais été cruelle intentionnellement. Elle n'avait simplement jamais regardé au-delà de ce que nos parents avaient décidé à mon sujet. Tu as l'air en forme, Jacques. Content de te voir. Papa a serré la main de Jacques avec cette poigne ferme qu'il utilisait pour établir sa domination. Tu fais toujours ton truc de sécurité informatique? Oui, monsieur, a dit Jacques calmement. Les affaires sont solides. Bien, bien. Papa avait déjà perdu tout intérêt. Béatrice, montre-leur les projections que tu as préparées pour le dossier Lemaître. Nous nous sommes assis. Maman a apporté les amuse-bouches, du fromage et des biscuits, un cocktail de crevettes, des choses dont je me souvenais de chaque dîner de fête de mon enfance. Alors, a dit papa une fois que nous avions tous été servis en boisson, votre mère et moi avons des annonces à faire ce soir. Et Béatrice et Thibault aussi. Béatrice rayonnait. Nous attendons un enfant. Elle a posé sa main sur celle de Thibault. 12 semaines, prévues pour juin. Maman avait réellement les larmes aux yeux. Notre premier petit enfant. J'ai souri. Félicitations. C'est merveilleux. C'était merveilleux. Je le pensais vraiment. Béatrice serait une bonne mère. Et, a continué papa, nous avons décidé de nommer Béatrice associée à part entière du cabinet. La plus jeune associée de l'histoire de la société. Elle l'a mérité. Thibault a levé son verre. À ma brillante épouse. Tout le monde a trinqué. Jacques et moi nous sommes joints à eux. Puis papa s'est tourné vers moi, presque comme une pensée après coup. Tu joues toujours à la marchande sur Internet, Margot? Il a ri. Pas méchamment, juste avec dédain, comme s'il me demandait si je collectionnais toujours des timbres. Maman a soupiré,
Ce soupir particulier qui signifiait qu'elle était déçue mais qu'elle essayait d'être solidaire. Sérieusement, Margot, quand vas-tu trouver un vrai travail? Tu as 31 ans. Béatrice bâtit une carrière, commence une famille. Toi, tu fais toujours tout ce que tu fais toute la journée. J'ai posé ma fourchette. Je suis heureuse de mon travail. Mais qu'est-ce que c'est, exactement? A demandé Thibaut, véritablement curieux. Par exemple, est-ce que tu vends des choses? Est-ce que c'est comme une boutique en ligne? Logiciel, ai-je dit simplement. Logiciel de gestion d'entreprise. Papa a émis un son méprisant. Des trucs de la bulle technologique. Tu te souviens du krach boursier? Cela va se reproduire. La vraie richesse est dans les vraies entreprises, la gestion d'actifs, l'immobilier, la valeur tangible. Béatrice feuilletait un exemplaire du magazine Challenge qu'elle avait apporté du salon. Je lisais cela tout à l'heure, a-t-elle dit. Ils ont cet article sur les entrepreneurs de moins de 40 ans qui, elle s'est arrêtée. Son visage a perdu toute couleur. Béa? Thibaut a touché son bras. Tu vas bien? Elle fixait le magazine. Ses mains ont commencé à trembler. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté, puis plus fort, oh mon Dieu. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que je ne leur avais jamais dit, c'est que Flugestion avait explosé au cours des 18 derniers mois. Nous avions été approchés par 3 grandes sociétés de capital risque proposant d'acheter des parts minoritaires sur une base d'évaluation de 1,6 milliard d'euros. J'avais tout refusé. Puis une entreprise de logistique d'envergure mondiale nous avait proposé de nous acquérir pour 3,9 milliards d'euros en espèces et en actions. J'avais accepté. La transaction s'était conclue il y a 8 semaines. Mon versement après impôts et après avoir mis de côté des fonds pour les primes de mon équipe était de 2,6 milliards d'euros. J'avais gardé la même équipe, j'étais restée présidente directrice générale pour une période de transition de 3 ans avec un salaire annuel de 14 millions d'euros, et j'avais conservé le contrôle créatif sur le développement des produits. L'acquisition avait fait l'objet d'articles dans la presse spécialisée et dans les grands quotidiens économiques. Un grand portrait m'avait été consacré, et il y a 3 semaines, le magazine Challenge m'avait nommée entrepreneuse de l'année. Le numéro du magazine était sorti il y a 2 jours. Jacques savait que ce moment allait arriver. Nous en avions même discuté dans la voiture en venant. Ils vont finir par le découvrir, avait-il dit. Je sais. Tu ne leur dois pas une révélation dramatique. Je sais cela aussi. Mais nous y étions. L'entreprise que j'avais bâtie avait commencé par cette fascination d'enfant pour la logistique. Je me souvenais qu'à 12 ans, je regardais un documentaire sur la gestion des flux et je me disais, c'est tellement inefficace. Quelqu'un devrait corriger cela. C'est ce que j'ai fait. Flugestion avait commencé petit. J'avais programmé la première version moi-même, travaillant 16 heures par jour dans notre petit appartement. Jacques nous avait soutenus avec son salaire pendant que je ne percevais aucun revenu durant les 8 premiers mois. Quand nous avons eu notre premier client payant, une petite librairie dans la Creuse, j'ai littéralement pleuré. Au 12e mois, nous avions assez de revenus pour que je me verse 37 000 euros par an. Au 18e mois, j'avais embauché notre premier développeur. À la 2e année, nous avions un bureau seulement 110 mètres carrés, mais c'était le nôtre. La percée a eu lieu lorsqu'une chaîne de restaurants régionale comptant 45 établissements a mis en œuvre notre système et a réduit ses pertes de stock de 34% au premier trimestre. Ils en avaient parlé sur les réseaux professionnels. En une semaine, nous avions 200 demandes de démonstration. J'avais grandi prudemment. Pas de dépenses ostentatoires, pas de bureau luxueux au centre de Paris. J'avais gardé notre équipe restreinte, notre taux de consommation de capital bas, notre concentration aiguisée. Tandis que d'autres jeunes entreprises brûlaient des millions en financement pour des bureaux luxueux, nous étions rentables dès la 2e année. La fortune que j'avais bâtie ne provenait pas d'un battage médiatique. Elle venait de la résolution d'un problème réel pour de vraies entreprises. Mon équipe comptait 53 personnes. Je connaissais tous leurs noms, les noms de leurs enfants, leurs objectifs de carrière. Lorsque l'acquisition a été finalisée, j'avais structuré l'accord pour inclure 86 millions d'euros en prime de rétention pour eux. Tous ceux qui étaient dans l'entreprise depuis plus de 2 ans sont devenus millionnaires. Notre réceptionniste, qui était avec nous depuis la première année, a reçu 2 100 000 euros.
La société acquéreuse m'avait dit lors de la négociation, nous n'achetons pas le logiciel. Nous achetons votre méthodologie et la culture de votre équipe. Ne changez pas ce qui fonctionne. Je conduisais toujours la même Tesla. Jacques et moi vivions toujours dans la même maison, bien que ce soit une belle demeure, une propriété de 2 600 000 € dans un quartier paisible que nous avions acheté il y a 18 mois. Je portais toujours des vêtements simples, je préférais toujours la lecture aux réceptions mondaines. L'article de Challenge avait été la première véritable attention publique, et je ne l'avais accepté que parce que cette exposition aiderait les futurs projets de mon équipe. L'entretien avait été direct. Il m'avait interrogé sur ma méthodologie, ma philosophie, mon parcours. J'avais mentionné avoir grandi dans une famille qui ne comprenait pas ce que je faisais. La journaliste avait trouvé cela fascinant. Elle avait intitulé sa section de l'article « Bâtir un empire pendant que personne ne regardait ». La photo de couverture était professionnelle mais sobre, moi en veste noire, debout dans notre bureau avec la légende « L'entrepreneuse de l'année », comment elle a bâti un empire de 3,9 milliards d'euros. Ce magazine était maintenant entre les mains tremblantes de Béatrice. L'entrepreneuse de l'année, a lu Béatrice à haute voix, sa voix dépassant à peine un murmure. Comment elle a bâti un empire de 3,9 milliards d'euros. Elle a retourné le magazine. La photo de couverture était nette, professionnelle, c'était indéniablement moi. La fourchette de papa a heurté son assiette dans un fracas. La main de maman s'est portée à sa gorge. Thibaut s'est penché en avant. Est-ce que c'est Margot? La voix de Béatrice s'est brisée. C'est toi. C'est toi. Tu as vendu ton entreprise pour 3,9 milliards d'euros? J'ai pris une gorgée d'eau. L'article est bien documenté. Papa s'est levé de table. Tu as vendu une entreprise pour des milliards? L'acquisition s'est conclue en octobre, ai-je dit calmement. C'était dans les journaux économiques. Le visage de maman était devenu complètement pâle. Tu es la Margot Chenet de cet article? Présidente directrice générale de Flux Gestion, la plateforme révolutionnaire de gestion des stocks qui change la façon dont les entreprises fonctionnent? Oui. Béatrice lisait maintenant frénétiquement. Chenet a lancé l'entreprise il y a 6 ans sans aucun financement extérieur, en faisant un mastodonte avec 94 000 abonnés actifs dans 47 pays. Sa part personnelle dans l'acquisition, 2,6 milliards d'euros. Le silence le plus total s'est installé dans la pièce. Jacques a doucement tendu la main et a serré la mienne sous la table. Thibaut a rompu le silence. 2,6 milliards d'euros. Avant impôt, ai-je corrigé. Papa s'est rassis lourdement. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous n'avez jamais demandé. Chaque fois que vous m'interrogiez sur mon travail, vous appeliez cela jouer au marchand sur Internet ou vous me demandiez quand j'allais trouver un vrai travail. Mais la voix de maman était faible. Nous pensions que tu étais. Nous pensions que c'était juste un passe-temps. Elle employait 53 personnes, ai-je dit, qui sont toutes devenues millionnaires à la clôture de la transaction. J'ai structuré la vente pour donner la priorité à leur sécurité financière. Béatrice lisait encore. Chenet est connu pour son approche non conventionnelle, pas de capital risque, pas de dépenses tape à accent grave-l'œil, pas de couverture médiatique jusqu'à l'annonce de l'acquisition. Elle a bâti son empire en travaillant depuis un bureau modeste de 300 mètres carrés et en conduisant une Tesla de 2020. Elle a levé les yeux vers moi. Tu es milliardaire depuis 2 mois et tu n'as rien dit? M'auriez-vous cru si je vous l'avais simplement dit? Personne n'a répondu. Le visage de papa était passé de pâle à rouge. Cela n'a aucun sens. Comment as-tu pu? Je travaille dans la finance. Je comprends les affaires. Si tu avais bâti quelque chose valant des milliards, nous l'aurions su. Vous l'auriez su si vous aviez demandé, ai-je dit calmement, ou si vous aviez lu la presse économique. Le portrait dans le grand mensuel est sorti en septembre. Les mains de maman tremblaient. Margot. Nous ne savions pas. Je suis au courant. Thibaut était encore en train de digérer l'information. Alors, quand nous parlions du salaire de Béatrice au cabinet, tu gagnais. Quoi, exactement? Mon salaire était de 7 400 000 € par an avant l'acquisition, ai-je dit. Maintenant,
il est de 14 millions d'euros pour les 3 prochaines années dans le cadre de l'accord de transition. Le verre de champagne de papa a glissé de sa main. Il s'est brisé sur le plancher. Personne n'a bougé pour ramasser les débris. Béatrice a posé le magazine avec précaution, comme s'il risquait d'exploser. L'article dit que tu as financé un programme de bourse pour les femmes dans les domaines scientifiques. 48 millions d'euros. 48 millions d'euros, ai-je confirmé. C'est administré par l'école polytechnique et d'autres grandes écoles. Nous avons reçu 8400 candidatures lors du premier cycle. Maman a commencé à pleurer. De véritables sanglots. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi nous as-tu laissé penser? Penser quoi? Ai-je demandé, la voix toujours calme. Que je perdais mon temps? Que je devais trouver un vrai travail? Que Béatrice était celle qui réussissait? Ce n'est pas juste, a dit Béatrice, mais sa voix était incertaine. Ne laisse pas? J'ai regardé ma sœur. Tu es associé junior et tu gagnes 165 000 euros par an dans le cabinet de papa. C'est sincèrement impressionnant. Je suis fier de toi. Mais au dîner de Noël d'il y a 2 ans, papa a passé 40 minutes à expliquer ta promotion à tout le monde. Quand j'ai mentionné que j'avais embauché notre 20e employé, il m'a demandé si j'allais enfin devenir rentable. Nous ne savions pas, a dit papa, mais sa voix n'avait aucune force. Non, ai-je acquiescé. Vous ne saviez pas. Parce que vous n'avez jamais posé de questions. Jacques a pris la parole pour la première fois. L'article mentionne que les parents de Margot ignoraient tout de son succès jusqu'à l'annonce de l'acquisition. La journaliste a interrogé Margot à ce sujet. Voulez-vous savoir ce qu'elle a répondu? Tout le monde l'a dévisagé. Elle a dit, j'ai bâti mon entreprise pour moi-même, pas pour une validation externe. Les personnes qui devaient savoir mon équipe, mes clients, mon mari savaient. Cela suffisait. Le silence qui a suivi était absolu. Puis le téléphone de maman a vibré sur la table. Elle y a jeté un coup d'œil par réflexe. Son visage est devenu encore plus pâle. C'est Catherine Hébert, a-t-elle chuchoté. Catherine était l'une des amies les plus proches de maman. Elle m'envoie un message. Elle demande si la Margot Chenet dans le magazine Challenge est ma fille. Le téléphone de Béatrice s'est mis à vibrer aussi. Puis celui de Thibaut, puis celui de papa. C'est en train de devenir viral, a dit Thibaut en faisant défiler l'écran de son téléphone. Voilà à quoi ressemble le véritable entrepreneuriat. Bâtir de la valeur discrètement pendant que tout le monde doute de vous. Le téléphone de papa a sonné. Il a regardé l'écran. C'est Richard Lemaître, l'un de ses clients majeurs. Il a répondu. Richard, bonjour. Nous pouvions entendre la voix de Richard à travers le combiné. Jim. Je viens de voir l'article. Ta fille, Margot Chenet. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ta fille avait créé Flugestion? Nous utilisons leur logiciel depuis 3 ans. C'est une révolution pour nos opérations. Le visage de papa est passé par plusieurs émotions. Oui. Oui, c'est. Nous sommes très fiers. Fiers? Jim, tu aurais dû le crier sur tous les toits. Je le dirai à tout le monde au club demain. Il faut que nous déjeunions ensemble. Le sens des affaires doit être de famille. Papa a raccroché lentement. Il veut déjeuner, a-t-il dit d'un air hébété, pour parler du sens des affaires qui est de famille. Les conséquences immédiates ont commencé en quelques heures. Le téléphone de maman n'arrêtait pas de sonner. Chaque connaissance appelait pour la féliciter d'avoir une fille aussi brillante. Je ne sais pas quoi leur dire, a dit maman, pleurant toujours. Tout le monde me demande pourquoi nous n'en avons pas parlé. Nathalie Prévost a dit qu'elle avait lu l'article et qu'il mentionnait que nous n'étions pas au courant. Elle a demandé si nous étions brouillés. Le sommes-nous? Ai-je demandé simplement. Personne n'a répondu. Le téléphone de papa était pire encore. Contact professionnel, partenaire de golf, tout le monde. Et derrière les félicitations se cachait une question qu'il ne posait pas mais qu'il se posait manifestement, comment se fait-il que vous ne l'ayez pas su? Béatrice restait assise, immobile. Thibaut, a-t-elle dit doucement, nous devrions y aller. Béa, ai-je dit. Elle m'a regardé.
Félicitations pour le bébé. Sincèrement. C'est une merveilleuse nouvelle. Ses yeux se sont remplis de larmes. Margot. Je ne savais pas. Je te jure que si j'avais su. Je sais, ai-je répondu. Et c'était vrai. Béatrice n'avait jamais été délibérément cruelle. Elle n'avait simplement jamais remis en question le récit familial. Ils sont partis 20 minutes plus tard. Jacques et moi sommes restés, surtout parce que nous voulions montrer clairement qu'il ne s'agissait pas d'un départ dramatique. C'était juste la vérité enfin visible. Papa était assis à table, le magazine Challenge ouvert devant lui. L'article mentionne que tu as commencé cela quand tu avais 23 ans. Oui. Nous pensions. J'ai dit que c'était une phase. Tu l'as dit. Margot. Sa voix s'est brisée. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? J'ai pesé ma réponse avec soin. Au début, parce que je voulais prouver que je pouvais le faire. Ensuite, parce que vous aviez clairement montré que vous n'étiez pas intéressé. Au moment où c'est devenu quelque chose qui valait la peine d'être mentionné, j'avais bâti une vie où votre opinion ne définissait pas ma réussite. Maman a tressailli. C'était plus dur que ce que je voulais exprimer, ai-je dit. Mais c'est vrai. J'ai bâti cela pour moi. Pas pour vous prouver quoi que ce soit, ni pour obtenir votre approbation. Simplement parce que j'avais vu un problème et que je voulais le résoudre. L'article dit que tu as refusé du capital risque, a dit papa, continuant sa lecture. Plusieurs offres. Une évaluation à 1,6 milliard d'euros. Je ne voulais pas avoir de compte à rendre à des investisseurs. Il a levé les yeux. C'est. En fait, c'est une gestion intelligente. Je sais. L'escalade des conséquences s'est poursuivie la semaine suivante. Le partenaire commercial de papa l'a appelé, enthousiasmé. Nous devrions exploiter cela. Demande à Margot de prendre la parole lors de notre conférence. Papa a dû expliquer que sa fille ne prenait pas ses appels car, après ce dîner de Noël, j'avais fixé des limites. J'avais envoyé un courriel à la famille, rédigé avec soin. Je vous aime tous, mais j'ai besoin de temps pour digérer la dynamique familiale qui est en place depuis la majeure partie de ma vie. Je ne suis pas en colère. Je ne punis personne. Je protège simplement ma tranquillité d'esprit. Quand et si je me sens prête à reconstruire notre relation, je reviendrai vers vous. J'ai besoin que vous respectiez cette limite. Maman avait appelé 17 fois le premier jour. Je n'ai pas répondu. Papa s'était présenté à mon bureau. Mon assistante, suivant mes instructions, lui avait poliment dit que je n'étais pas disponible et lui avait proposé de fixer un rendez-vous dans 4 semaines. Il était reparti, sous le choc. Béatrice m'avait envoyé un long message écrit. Margot, je suis tellement désolé. Je n'avais jamais réalisé. J'étais tellement prise par ma propre vie que je n'ai pas vu la tienne. La nouvelle du bébé. Je veux que tu fasses partie de tout cela. Pas à cause de qui tu es ou de ce que tu as accompli, mais parce que tu es ma sœur. Quand tu seras prête, je serai là. J'avais apprécié cela. J'avais répondu, merci. J'ai besoin de temps, mais je veux vraiment faire partie de la vie du bébé. Parlons-en en janvier. Les conséquences finales se sont manifestées lorsque l'embarras social est devenu total. Les amis de papa n'arrêtaient pas de lui parler de moi. L'un d'eux avait assisté à une conférence où j'avais donné un discours d'ouverture 3 mois auparavant. Ta fille est brillante. Ce discours sur les stratégies de croissance durable. J'ai pris 20 pages de notes. Papa ne savait pas que je donnais des discours d'ouverture. Le club de lecture de maman avait commencé à lire des biographies de chefs d'entreprise. Quelqu'un avait apporté une biographie récente sur les femmes entrepreneurs. Un chapitre m'était consacré. Ta fille est dans ce livre, lui avait-elle dit. Savais-tu quels conseils des jeunes femmes dans le secteur technologique? Maman ne savait pas cela non plus. Le pire est arrivé lorsque le cabinet de papa a décroché un client important. Ils avaient spécifiquement demandé à travailler avec papa parce que sa fille avait révolutionné leur secteur. Lors de la réunion, le client avait demandé, alors, qu'est-ce que cela fait d'avoir Margot Schnee comme fille? Est-ce que vous la consultez pour notre stratégie technologique? Papa a dû admettre qu'il n'avait aucun contact avec moi. Le client s'est montré mal à l'aise.
L'affaire a failli capoter. 6 semaines après Noël, j'ai accepté de rencontrer maman pour un café. Elle est venue seule. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, plus âgée. Elle avait pleuré, je pouvais le voir. Merci de me voir, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. J'ai réfléchi, a-t-elle commencé, puis elle s'est arrêtée. Non, j'ai fait plus que réfléchir. Ton père et moi avons commencé une thérapie. Cela m'a surprise. D'accord. La thérapeute m'a demandé pourquoi je pensais que Béatrice réussissait mieux que toi, la voix de maman était stable mais douloureuse. Je lui ai cité tous les succès de Béatrice. La thérapeute a demandé ce que toi, tu avais accompli. J'ai réalisé que je ne pouvais pas répondre. Pas parce que tu n'avais rien accompli, mais parce que je ne t'avais jamais posé la question. J'ai siroté mon café. Margot, je n'attends pas de pardon. Je ne m'attends pas à ce que tu veuilles soudainement reprendre les dîners de famille. Mais j'ai besoin que tu saches que je comprends maintenant. La façon dont nous t'avons traité, dont nous avons méprisé tout ce pourquoi tu travaillais, dont nous t'avons rendu invisible au sein de ta propre famille. J'apprécie cela, ai-je dit doucement. L'article mentionnait ton fonds de bourse d'études. 48 millions d'euros. Quand j'ai lu cela, Margot. C'est plus que ce que vaut notre maison, plus que ce que ton père a gagné dans toute sa carrière. Et tu l'as simplement donné. C'est de l'argent qui peut changer des vies. Des femmes qui n'auraient pas accès autrement à l'éducation dans les domaines scientifiques. Cela me semblait important. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Tu es une meilleure personne que ce que je t'ai appris à être. J'ai secoué la tête. Tu m'as appris la résilience, même si ce n'était pas intentionnel. Tu m'as appris à bâtir quelque chose pour moi-même, pas pour une validation externe. Ce ne sont pas de mauvaises leçons. Mais nous aurions dû te voir, a-t-elle chuchoté. Nous aurions dû demander. Nous aurions dû savoir. Oui, ai-je convenu simplement. Vous auriez dû. Nous sommes restés silencieux un moment. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A demandé maman. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je ne voudrais pas de ma vie, mais je ne vais pas non plus prétendre que le passé n'a pas existé. J'ai bâti une vie dont je suis fier avec des gens qui me voient clairement. Jacques, mon équipe, ma famille de cœur. C'est ma base. Toi, papa et Béatrice, vous pouvez faire partie de ma vie, mais vous n'en êtes plus le centre. Elle a hoché la tête lentement. C'est juste. Béatrice m'a envoyé un message hier. Elle attend une fille. Elle me l'a dit, et maman a esquissé un léger sourire. Elle veut l'appeler Margot, comme deuxième prénom. Cela m'a prise au dépourvu. C'est inattendu. Elle a dit qu'elle voulait que sa fille grandisse en sachant que le succès n'est pas bruyant, que les personnes les plus puissantes dans une pièce sont souvent les plus silencieuses. Elle a dit qu'elle voulait que sa fille te ressemble. J'ai senti quelque chose se fendre dans ma poitrine, juste un peu. J'aimerais faire partie de cela, ai-je dit doucement. De la vie du bébé. Selon mes propres termes. Quels que soient tes termes, a dit maman immédiatement. Margot, nous allons faire mieux. Je sais que cela semble vide pour l'instant, mais nous essayons. Je l'ai cru, non pas parce que je pensais que tout allait se réparer par magie, mais parce que je voyais qu'elle était sincère. 2 semaines plus tard, j'ai dîné avec Béatrice. Son ventre commençait à se voir, elle rayonnait sous l'effet des hormones de grossesse. Je suis vraiment désolé, a-t-elle dit pour la 50e fois. Je sais que tu l'as déjà dit, mais je le pense vraiment. Je sais aussi cela. Elle triturait sa serviette de table. Je n'arrête pas de penser à toutes les fois où je ne t'ai pas interrogé sur ton travail. Toutes les fois où j'ai simplement supposé que tu te débrouillais bien, sans plus. J'étais tellement enveloppé dans mon propre monde. Tu vivais ta vie. C'est normal. Mais tu es ma sœur. Je le suis, ai-je acquiescé. Et tu vas être maman. C'est incroyable, Béatrice. Elle a souri, les larmes aux yeux. Je veux vraiment que tu fasses partie de tout cela, tante Margot. Pas parce que tu es célèbre maintenant, mais parce que tu es ma sœur, et je suis vraiment fier de toi. J'aurais dû dire cela il y a très longtemps. Tu le dis maintenant, ai-je dit. C'est ce qui compte.
3 mois plus tard, j'ai assisté à la fête prénatale pour ma nièce. Papa était là, plus silencieux que d'habitude, m'observant avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Maman était attentive sans être envahissante. Béatrice m'a présenté à ses amis sans mentionner de challenge, ni l'argent, ni les affaires. Juste, voici ma sœur, Margot. C'était comme un commencement. Pas une remise à zéro, on ne peut pas effacer 31 ans de dynamique familiale, mais un commencement. J'ai quitté la fête tôt. J'avais une réunion le lendemain matin. Jacques et moi sommes rentrés chez nous à travers la circulation du soir. C'était bien, a-t-il dit. Ça l'était, ai-je approuvé. Tu penses que ça va durer? Ces changements? Je ne sais pas. Mais je n'attends pas après cela pour le découvrir. J'ai une vie à vivre. Il a souri. Présidente directrice générale milliardaire le jour, tata le week-end? Quelque chose comme ça. Mon téléphone a vibré. Un message de Béatrice. Merci d'être venu. Cela comptait énormément. J'ai répondu par écrit, je n'aurais manqué cela pour rien au monde. Je t'aime. Et je le pensais. Parce que voici ce que j'avais appris, le succès n'était pas une question de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il ne s'agissait pas du moment où il finissait par vous voir. Il s'agissait de bâtir quelque chose de significatif pendant que personne ne regardait. Et ensuite, quand il finissait par s'en apercevoir, être suffisamment sûr de soi pour que leur validation ne vous définisse pas. J'avais bâti un empire de 3,9 milliards d'euros dans les espaces silencieux de ma vie, pendant que ma famille se concentrait ailleurs. La révélation n'avait pas changé qui j'étais. Elle les avait simplement forcés à voir ce qui avait toujours été là. Et maintenant, en rentrant chez moi avec mon mari, avec une nièce en chemin et une entreprise que j'aimais toujours à faire grandir, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de leur approbation. J'avais quelque chose de mieux. Je m'avais moi-même.